like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Thorpe Park. C'est un parc que je ne connais absolument pas, je ne l'ai jamais visité. On vient vraiment spécialement pour une attraction en particulier. Vous le savez, c'est une énorme nouveauté en Europe qui a ouvert en début de saison. Enfin en début de saison, elle a du mal à ouvrir quand même hein. Vous savez qu'il y a eu énormément de pannes, même des pannes de très longue durée. Aujourd'hui d'ailleurs l'attraction est opérationnelle à un train seulement parce qu'un train a fait un rollback à 3 jours. Ça annonce la couleur. Déjà j'ai attendu 15 minutes là pour rentrer dans le parc, je vous dis pas à quel point je suis énervé. Les opérations sont quand même vachement lentes. Vous le voyez, il est là le petit bébé, il est là, Hyperia, il est très grand, mais j'espère qu'on va pouvoir le faire. À mon avis le débit va être vraiment à chier, on va vraiment beaucoup attendre. Le parc a ouvert en 1979 et vous voyez qu'il se situe vraiment sur une île, donc il est complètement isolé. Un petit peu à la manière finalement de Cedar Point. Je suis en train de comparer quand même Cedar Point à Thorpe Park. Bon, il faut dire qu'il y a plein de coasters, voilà, c'est un parc vraiment sensationnel. D'ailleurs la cible est revendiquée comme telle, c'est-à-dire les adolescents, les adultes, mais pas du tout les plus jeunes, les enfants. Le parc appartient à Merlin, a que sa cible plus jeune côté Chessington World of Adventure, qui appartient au même groupe et qui est également dans la banlieue de Londres, parce que nous sommes en Grande-Bretagne, oui effectivement. On rentre dans le dôme. Alors le dôme est un axe central du parc d'attractions. Putain, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Alors a priori c'est une zone quand même assez historique. Il y a beaucoup de restaurants, voilà, de points, de kiosques, etc. C'est via ce dôme qu'on va pouvoir donc accéder à l'entièreté du parc et voir ce qu'il nous a à proposer. En dehors de Hyperia, vous voyez que là on a une superbe vue sur le parc. Donc on a Swarm qui est juste ici, qui est donc un Wing BM, Flying Fish qui est un E-Power Mac. Vous voyez il y a Stealth, c'est pas un Stratacoaster mais ça y ressemble beaucoup hein, c'est une grosse catapulte à accélération hydraulique, donc à l'ancienne. Très curieux de voir ça. Et Hyperia vous le voyez juste à gauche. Donc on va aller visiter le parc, on va explorer bien sûr le maximum de crédits. Ma journée va être extrêmement rythmée, pas de temps à perdre. On va aller tout de suite découvrir les premières attractions. L'atmosphère du parc elle est vraiment méga étrange. On a de la musique méga cringe qui gueule dans les enceintes du parc. En plus le son est vraiment dégueulasse. Il est pas très beau le parc hein. Vraiment vous le voyez, regardez le sol, il n'y a rien de bien travaillé. La théma non plus. La première impression est pas terrible quoi. Il y a une attraction qui est un peu excentrée. J'avoue que c'est une île un petit peu sur l'île hein, parce que je le rappelle, tout le parc Thorpe Park est sur une île, c'est un petit peu entouré d'eau. Donc il faut se rendre vers des endroits un petit peu escarpés pour pouvoir aller faire The Swarm. The Swarm c'est ça. Alors c'est un wing coaster de chez Bolliger & Mabillard dans un univers post-apocalyptique. On est un petit peu dans la même époque que celui de Gardaland. D'ailleurs on reconnaît énormément un petit peu le style de la patte Merlin. Là c'est un petit level au-dessus de Raptor. Alors Raptor a pour lui de jouer un petit peu avec le terrain. Lui The Swarm a l'air d'être quand même beaucoup plus haut dans le style un petit peu plus Phoenix. Alors comme celui-ci est un petit peu plus ancien, je pense qu'on aura quelques petites surprises sans doute. Donc il a l'air de jouer avec la vitesse déjà, la théma est plutôt chouette, je suis assez surpris. Allez, la file de Swarm est là, on espère qu'elle ne va pas durer plus de 30 minutes bien sûr hein. On espère que l'estimation est toujours aussi fiable ou pas, on verra bien. Donc on va aller découvrir ce merveilleux Wing Coaster de chez Bolliger & Mabillard. En tout cas les gens ont l'air de bien aimer. Je pense qu'on n'aura pas trop de doute quant à la qualité de l'attraction, contrairement au parc à bœufs là qui nous attend. Une abbaye post-apocalyptique. Mais regardez, enfin, une cathédrale, tout ce que vous voulez, bon, elle est un peu sciée sur le plafond cette abbaye, mais c'est vachement stylé comme idée. Je sais pas si par temps de pluie ça pose quelques soucis, mais forcément ça dégueulasse la station et ça va forcément pas être très agréable pour les opérateurs qui, en cas de pluie, de une se prennent la pluie et en cas de soleil, bah, se prennent le soleil. Dans les deux cas, c'est assez mauvais quand même d'avoir une station comme ça à l'extérieur. Bon, j'en profite pour avoir une vue dégagée sur la station pour t'expliquer le principe du Wing Coaster, c'est-à-dire qu'on a voilà, deux rangées de part et d'autre du rail, et donc forcément la station est divisée en deux. Hein. On a un pont qui passe au-dessus. D'ailleurs la partie que vous voyez là avec le pont, généralement il y a un peu plus d'attente, donc moi je vous recommande là où on est actuellement. Ce sera sur la gauche quand vous arriverez à la fin de la file.
Alors Swarm, vous voyez, c'est très conceptuel, hein. C'est vraiment post-apocalyptique de chez post-apocalyptique. Regardez par terre, on a de la suie, on a du bois cramé, enfin bref, c'est vraiment un fond dedans, ça gueule de partout. Pour ce qui est de l'expérience on-ride, on se rapproche effectivement d'un Phoenix. En fait, c'est un mélange des deux, c'est un mélange de Raptor à Gardaland et de Phoenix à Toverland. Déjà, les restrictions des vestes, c'est un point positif, on est sur des vestes semblables à celles de Toverland. Vous avez la possibilité donc de bouger votre buste sans que votre harnais se bloque, comme c'est le cas à la version de Gardaland. Non, là c'est vraiment comme à Toverland. Alors a priori, ces vestes aussi ont été changées cette année. Il y a du G, il y a de l'airtime, il y a de l'inversion, c'est toutes les écarts BM. C'était attendu, mais assez surpris quand même de la vitesse avec laquelle part le bousin. La first drop, c'est pareil que celle de Raptor à Gardaland avec quelques mètres évidemment en plus pour avoir plus de vitesse. Et j'aime beaucoup le passage juste après la first drop où on passe juste en dessous d'une aile d'un avion. Très impressionnant en on-ride. Ça a l'air d'être le cas, hein. La plupart des éléments thématiques ont l'air d'avoir été repris d'occasion, ni plus ni moins. Voilà, très conceptuel et assez convaincu de Swarm. Il y a un vieux Vekoma 1996 qui se cache en plein cœur du parc et j'avoue qu'il est vraiment compliqué à trouver. C'est un Vekoma Enigma, très intriguant quand même comme nom et comme ride il faut dire. Il n'y a que 2 Vekoma Enigma qui ont été vendus dans le monde. Le deuxième étant en Égypte, alors franchement pas du tout la porte à côté. Donc celui-ci est sur le thème de Walking Dead, donc la marche de la mort. Bon c'est un indoor coaster, je pense que vous l'avez compris, on va y voir grand chose. De toute façon les on-rides sont interdits ici sur le parc, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. On va voir ce que ça vaut ce bazar. Alors j'en ressors. Putain j'avais même pas fait gaffe au panneau mais en fait ça prend tout son sens. On commence avec une petite partie Dark Ride. On vous explique un petit peu la storyline. Donc forcément il y a des zombies qui envahissent le parc, blablabla. Il y a un zombie qui pompe derrière vous. Vous avez des longs couloirs avec de la lumière rouge qui clignote. Les murs sont plutôt bien habillés mais par contre c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu d'objets. On arrive devant 2 strapontins et ensuite une petite camionnette. La déco, on y va crescendo. On a des zombies qui sont un peu pendus dans le ride, qui sont éclairés. Par contre je suis super étonné, c'est qu'arrivé un moment du ride, vous arrivez donc sur une genre de section légèrement inclinée, vous avez plusieurs boosters, c'est pour ça que Vekoma a appelé ça un Enigma et non un Junior Coaster classique, c'est pour avoir des sections personnalisées. Donc à un moment vous vous retrouvez donc à votre gauche avec donc des zombies, vous avancez pour reculer, vous avancez pour reculer et après vous repartez voilà sur le layout. C'est des tout petits trains, c'est vrai que c'est pas des très longs trains, par contre c'est des trains de Junior Coaster classiques comme vous pouvez retrouver notamment à Plopsaland. Ces trains de Junior par contre sont avec des lap bars hydrauliques, ça j'étais très étonné d'avoir ça. C'est vrai que d'habitude Vekoma nous habitue à avoir des lap bars crantés et ensuite on arrive à la fin donc on doit sortir machin, donc toujours dans une ambiance assez pesante. En fait ce qui fait la plus grande force c'est l'ambiance. On sent que Thor Park doit être extrêmement fort dans les mazes parce que dans Walking Dead The Ride très clairement il y avait une ambiance vraiment super pesante et géniale. Et à la fin donc on a une petite scénette de maze en fait, donc avec des live actors. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'il y avait des live actors. J'étais surpris parce que j'ai pas vu le panneau au début et je m'attendais sincèrement à avoir un Vekoma et Ambaré, pas du tout à avoir autant de scénographie. Cette partie maze qu'on a à la fin est superbement bien thématisée. J'adore beaucoup Walking Dead The Ride, je m'attendais à rien et je suis extrêmement surpris de la bécane, vraiment. Des gros rails BM avec une théma qui est là plutôt sympa. Regardez, il y a un énorme volcan. Bon, malheureusement, il est à contre-jour, donc vous n'allez rien voir. C'est Nemesis Inferno. Nemesis Inferno reprend le nom Nemesis de Alton Towers. Alors, a priori, il n'est pas aussi puissant que lui. Alors, j'ai jamais testé Nemesis, donc malheureusement, je ne peux pas pouvoir savoir. Mais ça ne nous empêche pas d'aller tester cette Inverted BM. C'est marrant parce que pour rejoindre la station, on est vraiment obligé de monter un volcan. Hein. Par contre, le volcan est dans un sale état. On dirait le rocher du PA. Sortie de Nemesis Inferno, oui, ça fait rêver, hein. On sort dans les backstage, il y a des chemins là comme ça que les employés empruntent. Nous sommes en contre-haut, il y a de la tôle à gauche, il y a rien qui va. Mais ça m'a pas déplu bizarrement. Et effectivement le manque d'entretien, mais de toute façon il est global au parc, rien ne m'a choqué là-dedans, j'ai envie de dire. Si on peut résumer le coaster, ça reste quand même pas mal de G, bon pas autant qu'à Batman, ça c'est certain. Il y a quelques petites transitions, c'est très smooth, il n'y a aucun souci. Ça reste un B&M du début des années 2000, hein, donc on n'est plus encore dans ce style vraiment très G. On sent qu'il y a cette période de transition de la part de chez BM. Je sais pas
pas pour déplaire, hein. C'est un bon coaster, mais on va dire que il va pas marquer les esprits. J'en ai pas parlé, mais effectivement, Nemesis Inferno comporte une petite pré-drop. Juste après la station, vous avez donc une drop et vous avez quelques petits effets dans le noir. Je trouve ça sympa et c'est dommage que ça n'a pas été renforcé. On voit qu'il y a un petit manque d'entretien là-dessus. C'est dommage. Je pense que vous l'avez remarqué, on a affaire ici à un BNM très compact, hein. On n'est pas du tout dans des choses très grandes comme Osiris, comme Mantou. On n'est pas du tout dans cette catégorie-là. On a un Tic McDouble. C'est quoi cette affaire? C'est laid. On va dire que ce parc, c'est pas les rois des bons goûts, hein. Putain, regardez, il y a un Burger King, quoi. On est dans un parc d'attractions. Au secours. Alors nous sommes devant Stealth. Pour faire la petite présentation, Stealth c'est un accélérateur coaster Intamin. C'est vrai qu'effectivement on a eu l'occasion de faire chez Osbaco à PortAventura. On a eu l'occasion de faire d'autres launches Intamin, mais toujours du LSM. C'est vrai que ce genre de machine m'intrigue beaucoup. C'est l'une des rares machines à encore avoir des launches hydrauliques. C'est surtout actuellement la propulsion la plus puissante au monde depuis la destruction donc de Dodonpa à Fujiku Island. Dodonpa qui était un launch pneumatique, d'ailleurs c'était le dernier malheureusement, il a été détruit. Donc Stealth c'est l'accélération la plus puissante, c'est-à-dire que vous atteignez très vite la vitesse initiée en tout cas par Stealth. Avec le gros top hat juste à notre gauche là, on va se remémorer un petit peu ce que c'est qu'un launch bien old school, puisque sa catégorie de launch c'est de l'hydraulique, exactement comme Furious Baco. Et donne envie ces parcs à bœufs, hein. Ça y est, on en arrive au bout de la file d'attente. Bon, le temps d'attente était un peu surestimé. Alors là, je m'y attendais absolument pas. Alors je sais forcément que les launch Intamin sont méga péchus, mais alors à ce point là, c'est largement au-dessus de Furious Baco, c'est largement au-dessus de tout. Alors effectivement, le launch est plat court, mais putain que c'est efficace quoi. Direct le launch, top hat avec un bon airtime là-haut. Et la puissance avec laquelle ça vous traîne, mais ça fait longtemps que j'ai pas ressenti cette sensation, vous savez, de vrai launch bien puissant. Et ça en fait presque même regretter toutes ces technologies, parce que faut le savoir, cette technologie d'hydraulique est extrêmement instable, elle est très compliquée à entretenir, voilà, beaucoup de défauts qui ont tendance à faire disparaître nos launches hydrauliques, hein. Je connaissais déjà cette technologie, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas refait. D'ailleurs on va retourner à PortAventura, on va refaire Furious Baco. Bon, Furious Baco lui il a la vibration, mais par contre Stealth n'en a pas du tout. Et ça, purée, qu'est-ce que c'est agréable quoi. Bon, la théma elle est nulle, mais le coaster, qu'est-ce qu'il est incroyable quoi. Je suis très surpris de Stealth. Il y a une bécane ici un petit peu à la théma macabre, un petit peu comme beaucoup de bécanes ici à Thorpe Park. Et oui, Merlin a tendance à beaucoup aimer les thèmes post-apocalyptiques. Ils en sont très friands d'ailleurs dans tous leurs parcs, que ce soit Alton Tower, que ce soit Gardaland. On l'avait déjà découvert Gardaland, c'est vrai que Raptor dans cet esprit-ci. Mais là, on est sur une licence bien connue puisqu'il s'agit de Saw, le film d'horreur que vous connaissez sans doute très bien. Ici, c'est un Eurofighter de chez Gerstlauer. Oh, il doit y avoir un sacré head chopper ici. Un Eurofighter de chez Gerstlauer, donc construit à la fin des années 2000, début 2010. Les Eurofighters, c'est pas des machines que j'apprécie beaucoup de par leur inconfort, donc j'ai assez peur, je vous avoue, en raidant Saw, non pas pour sa thématique, mais bien sûr pour son confort de ride. Quand on croise les doigts, on va aller tester Saw the Ride. Ah ouais, la théma elle est assez explicite, hein. On est bien sur une théma Saw, il n'y a aucun souci. Moi ça me pose pas de problème. Vous savez que j'aime bien les maze Halloween, donc un coaster en plus thématisé sur de l'horreur, moi ça me fait kiffer. Pas du tout à ce que ce soit aussi bien. Alors ce truc, j'étais très étonné, je m'attendais à ce que ce soit inrideable. Alors j'étais vraiment sur les places avant, donc vraiment au tout premier rang. Je me suis pas coltiné l'arrière, je sais que ça peut être très rugueux dans les Eurofighters chez Gerstlauer, mais pas de problème. Alors c'est très bien passé, j'ai eu effectivement 2-3 petites torgnoles sur certains éléments, c'est surtout après cet élément-ci là. Je trouve que ça passe plutôt bien, mais derrière on a un élément qui est beaucoup plus rugueux, genre de hors-ce-champ un peu bizarre, qui fait un petit peu office de tombe pour faire un quart de tour. J'étais très surpris de certains airtime, je m'attendais absolument pas que celui-ci procure quand même 2-3 petits airtime quand même loin d'être dégueulasse, surtout sur des coasters
quand même bien plus moderne, dont on peut facilement comparer. Hein. Franchement, très agréablement surpris de saut, et en plus j'aime bien sa thématique. Ah oui, et la partie Dark Ride, on a un putain d'airtime grâce à un excellent élément thématisé de Kitty en fait, en mode head shopper, et le petit jet à la gueule là du bébé. Donc on est dans l'Orkline Roll, très bien. Ouais, surpris de saut. Alors on va aller faire un Intamin. Jusque là vous allez me dire bon, il n'y a pas de quoi s'effrayer, mais détrompez-vous les amis. Ah oui, c'est la première fois que je vous appelle les amis, ça veut dire que ça devient sérieux, puisque ce coaster est considéré comme le Goodurix local, c'est-à-dire l'un du pire coaster qui puisse exister en UK, pour la simple et bonne raison qu'on a 5 putains d'Orkline Roll à la suite. Oui. Et a priori il est pas très confortable le petit, donc ça veut dire qu'il aurait mal vieilli. C'est vrai qu'il date de 2002, bon c'est pas tout récent non plus. Je vous propose qu'on aille découvrir Colossus. La station elle est stylée, ça fait très Toverland cette affaire. Bon, l'audio par contre, putain, ça gueule toujours dans tout le parc, dans toutes les attractions, l'audio qui gueule. Là, ça fait un énorme roi, un peu horrible. Et de la musique est bien, hein, mais c'est la façon dont c'est diffusé où ça va pas du tout quoi. On va prendre place dans ces trains Intamin Thème Invasion. Bon, malheureusement, on a été placé au dernier rang. Un dernier rang qui fait peur quand on parle des coasters qui sont inconfortables. On aura les pires conditions. Allez, j'ai pas réalisé un Intamin aussi vieux, mais c'est pas de conneries. Moi aussi je suis bête, bien sûr. Il y a Goliath et Expedition GeForce. C'est vrai qu'on reconnaît un peu la base. Ça. Bon, je trouve que le comparé à Goodurix c'est un petit peu fort de café. Goodurix je pense que c'est un cran au-dessus niveau inconfort. En fait ce qui va pas c'est le layout. Il est beaucoup trop classique, il y a trop d'inversions classiques j'ai envie de dire. Bon on est quand même sur un ride de 2002. En fait ce qui nous achève c'est la fin. Quand je suis arrivé sur la fin au niveau des Orkline Roll, il y en a 5 d'affilée. Les gars 5 d'affilée, ça veut dire que la moitié des inversions de ce coaster c'est des putains d'Orkline Roll que vous prenez d'affilée. C'est pas confortable et arrivé à la première j'étais déjà en train de souffler. Déjà que les Orkline Roll c'est pas ma cam. Alors ce truc là c'est nul hein. Ah ça c'est clair, c'est nul. Alors après ça reste globalement fluide. Je me suis pris peut-être une ou deux tatanes, pas plus. On se prend pas tout le temps des tatanes comme dans Goodurix quoi. Ça c'est clair. Vraiment on n'est pas du tout dans cette philosophie là. Mais c'est juste le layout qui est en soi une bonne bouse. Les gars vous le voyez on est en face de Hyperia, donc la nouveauté de Thorpe Park, elle vient à peine d'ouvrir sous mes yeux. Donc on va aller se glisser dans la single rider parce que là actuellement il est à un train, il sera à un train d'ailleurs tout le week-end. Donc Hyperia c'est un méga coaster Mac, enfin même plus hein, on est sur l'hyper coaster hein, Mac, donc on est largement au-dessus de 60 mètres de haut. C'est le plus gros coaster du UK, de la Grande-Bretagne, donc il a tous les superlatifs, c'est l'une des plus grandes nouveautés européennes, on compare très souvent à Voltron. Et bien écoutez je vous propose qu'on aille le rider, qu'on aille en single rider parce que le débit est absolument à chier tout simplement parce que le coaster tourne à un seul train. On sent que le coaster tourne à un train, hein, clairement. Le placement est assez particulier parce qu'en fait on fait un pré-groupage avant même la station. Notez qu'il y a 4 fils, donc la stand-by qui est juste à la droite. Ici c'est la fast track, la single rider et les Ride Accessibility Pass, donc c'est les PMR. Our team are working hard to resolve the situation and hope to attend attention to all those who feel inside. Please be aware, due to unforeseen circumstances, Hyperia is currently running. Ça y est, dans la station d'Hyperia. Alors, bon, déjà la station est pas très chiadée. Par contre, je suis très satisfait de deux choses. C'est la façon dont ils ont choisi les couleurs et la façon dont ils ont géré tout le light show. Avec bien sûr les musiques, les soundtracks, c'est super joli. La voix me fait beaucoup penser également à celle du RTH. C'est stylé, hein, la vache. Notre seul et unique ride se fera au dernier rang et j'en suis satisfait.
retour. On ressort de Hyperia, oh putain, il faut que je vous parle de ce coaster. Alors, j'ai eu l'extrême chance de le faire à l'arrière du train. Et déjà, je préfère largement ça à Voltron parce que ça vibre pas. Alors, il y a quand même une pointe de vibration, vous allez le ressentir, c'est juste avant le gros camelback là-bas qui est incliné. Là, vous avez une petite dose de vibration, mais sincèrement, c'est rien de méchant. Mais le coaster... Alors on va prendre élément par élément comme d'habitude. Alors pour ce qui est de la first drop là que vous voyez juste ici, c'est la meilleure first drop que j'ai jamais fait. Ça dépasse EGF, ça défonce Conda, ça défonce RTH. En fait la différence avec par exemple un airtime de RTH de drop, c'est qu'à RTH voilà, c'est très soudain. Tandis que là l'airtime est très long de drop. Waouh, mais qu'est-ce qu'il est intense également en fait, retourné, propulsé. Vous avez toutes les sensations à la fois, que ce soit latérale ou négative. Vraiment cette drop. Vous avez un chouette élément et dans cet élément là-haut là, vous avez un overtime pareil. L'élément à floating vient juste après effectivement. Là quand vous avez la tête à l'envers, c'est pas du G, vous savez, il y a un hang time tellement bien dosé que les sensations sont méga agréables et jouissives. C'est l'un des meilleurs hang time que j'ai pu avoir avec Velocicoaster. Ah oui, j'ai surtout oublié de vous parler du site Camelback. Ça ressemble un petit peu à Conda, c'est vrai que vous le prenez un petit peu comme Conda. Donc vous prenez un Conda et derrière vous foutez mais une putain d'inversion qui est juste incroyable. Cette inversion vous éjecte et vous avez un petit peu la même sensation que finalement en race mode dans les flat forains. Mais là c'est agréable, là c'est vraiment agréable et sentez vraiment votre sang monter dans la tête comme un airtime, mais vous sentez qu'il y a du jet qui monte dans votre cerveau quoi. Ensuite vous arrivez sur un splashdown. Alors ce qui était prévu comme étant un splashdown mais trimé. Ensuite vous avez un très chouette camelback sur le côté, pareil, un énorme airtime et tout ça pris à pleine balle et vous arrivez sur les freins. Et là vous devez dire mais qu'est-ce qu'on a fait quoi. Alors c'est vrai que c'est court, mais alors ça bombarde tout du long. Pour moi ça vaut un Zadra. Ça dépasse pas Untamed, ça dépasse pas les autres RMC que j'ai dans mon classement. Mais Hyperia, purée, qu'est-ce que c'est bon quoi. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu un effet wow dans un coaster quoi. Et c'est au-dessus de Voltron hein, les gars, ça y a pas à chier. On se dirige vers la sortie, je voulais faire un petit bilan de Thor Park. C'est vrai que tout le parc est un petit peu en mode post-apocalyptique, mais je trouve que justement la zone d'Hyperia permet de sortir complètement, on part carrément dans les pics. Et c'est vrai qu'on sort un petit peu des plates-bandes de Merlin, ils ont pas forcément l'habitude de nous faire ça. Bon par contre ça reste toujours pas extrêmement bien aimé comme d'autres parcs peuvent le faire. La semaine dernière on avait découvert Mahuka à Walibi Rona, et c'est vrai que toute la zone est magnifique. Bien que le coaster soit pas énorme en termes de proportion, s'entend bien, le coaster est très bon. On reste très loin de ce que c'est pas faire en tout cas Thor Park. Bon on a fait tous les crédits, mais c'est vrai que je vous ai pas montré le reste, c'est-à-dire Tidal Wave qui est un énorme splash Hopkins. C'est vrai que celui-ci a pour réputation d'être extrêmement humide. Tout ce qui est flat ride, et c'est vrai que Thor Park possède une bonne collection de flats. Il y a un Screaming and Swing SMS, on en retestera un à Liseberg très bientôt, donc abonnez-vous à cette chaîne bien sûr pour ne pas manquer la vidéo à Liseberg qui va sortir après notre visite. Si d'ailleurs vous voulez savoir quand est-ce qu'on visite le parc, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Là vous allez pouvoir voir toutes mes visites dans les parcs d'attractions en direct et pour projeter des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Voilà, donc cette visite a été très express, j'ai fait vraiment tout une fois. J'aurais bien évidemment aimé pouvoir refaire Hyperia, vous le voyez il est là-bas tout au bout de son île, il est super beau cette Hyperia. C'est vraiment le plus gros coup de cœur du parc et j'ai eu plusieurs coups de cœur. C'est vrai que le parc est pas très bien entretenu, les thémas sont pas chiadés non plus, mais c'est vrai qu'ils arrivent à contrecarrer ça avec leur très bonne scénographie. C'est-à-dire qu'il y a des attractions où vraiment on pousse la scénographie, on pousse la musique, les éclairages, je pense à Walking Down the Ride, je pense à Saw. C'est vrai que ça permet un petit peu de contrebalancer le fait qu'il n'y ait pas énormément de thémas. C'est une bonne chose mais à la fois une mauvaise chose parce que j'aimerais aussi voir autre chose. Voilà, c'est bien d'avoir une attraction horreur dans un parc, mais avoir des attractions voilà, plus familiales, plus cool, ou même avec des thémas plus épiques, c'est ce que fait Hyperia, mais vous savez des thémas qui sont peut-être un peu plus recherchés et qui essaient de sortir un petit peu des univers que le parc a l'habitude de pondre, qui permettent voilà, de s'évader sur plusieurs mondes, sur plusieurs univers en une seule journée. C'est aussi ce qu'on demande dans un parc d'attractions. Pour moi le parc ça reste clairement un must-do européen. Les bécanes qu'ils ont, ça vaut le coup quand même, à l'échelle européenne ça vaut le coup.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo à Thorpe Park. On va se retrouver donc dès la semaine prochaine dans un nouveau parc d'attractions que je n'ai jamais visité. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, je l'ai déjà visité parce que je voulais vous sortir quand même la vidéo sur découverte d'Hyperia, de Thorpe Park, etc. le plus en amont possible. Mais on va découvrir donc dès la semaine prochaine le PAL avec Fjord Explorer. Oui, Fjord Explorer, c'est un tout nouveau water coaster de chez McRide. Mais écoutez, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour la vidéo du PAL. En attendant, je vais vous rediriger vers la vidéo à Walibi Rona pour lequel on a découvert donc Mauka. Vous avez donc à cliquer sur le lien qui va donc apparaître juste à votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer et aller voir cette vidéo.